Allez. Parfait. Je commence par, je fais l'introduction, Anne, et puis après, je te Oui. laisse enclencher. Alors, bonjour à tous. Donc, François Legris, directeur commercial de Servipack Asie. Je suis accompagné de Muriel Poincy chez nous, qui est notre chef de projet RSE et qui a travaillé notamment sur la mise en place du tri et de la collecte du tri chez Burger King cette année. Et également Anne Cassanabière, qui est chez nous notre responsable RSE et qui est voué à travailler sur différents projets liés au RSE et au développement durable, et également qui gère quelques grands comptes clés chez nous, comme Nood, ex-Citrus, ex-Imochan, et également comme Burger King et l'enseigne Happy Restauration. Aujourd'hui, on va vous parler de l'atelier loi AGEC. L'objectif, c'est de pouvoir décrypter cette nouvelle loi, notamment, en tout cas le projet, puisqu'il y a encore quelques lois, en tout cas quelques différents projets dans cette loi qui n'ont pas encore été promulgués. Mais l'idée, c'est de pouvoir le décrypter, vous l'expliquer, donner les objectifs, puisque c'est quelque chose de très ambitieux. Et donc, l'objectif de la loi AGEC, c'est finalement une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Elle entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation des entreprises afin de limiter les déchets dans le temps, préserver les ressources naturelles, la biodiversité et évidemment le climat. Donc, la loi AGEC, en fait, c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi pour passer à l'étape suivante après notamment les différentes lois qui ont été mises en place pour une meilleure gestion de déchets, une meilleure protection de l'environnement au sein des citoyens et surtout des entreprises qui sont aujourd'hui grandes consommatrices d'énergie, de ressources naturelles et grandes productrices de pollution et de CO2 et in fine de déchets. Donc, la loi AGEC a été votée en janvier 2020, promulguée en février 2020. C'est le fruit d'un long processus de co-construction avec beaucoup de parties prenantes, aussi bien des entreprises que des citoyens et également des associations, des fondations, l'ADEME, FEDEREC, bref, vraiment beaucoup de parties prenantes. L'idée, c'est de pouvoir transformer le système en profondeur. Donc aujourd'hui, c'est près de 130 articles permettant de lutter contre toutes les différentes formes de gaspillage. Encore une fois, et je me répète, et Anne reviendra dessus, et également Muriel, tous n'ont pas encore été promulgués, en partie aussi à cause du Covid, malheureusement, mais également parce qu'on se rend compte que les promulgués imposeraient en fait une transformation radicale et extrême, et notamment et dans un délai très court pour les entreprises. Et donc, je pense qu'ils vont étaler un peu le planning, mais pareil, Anne va vous en reparler. Donc, la loi s'articule autour de plusieurs grandes orientations. Réduire les déchets et sortir de la logique du plastique jetable, mieux informer le consommateur, agir contre le gaspillage, mieux produire et lutter contre les dépôts sauvages. Donc, comme je vous l'ai dit, la grande inconnue, c'est l'effet Covid sur le calendrier de déploiement de ces différentes mesures, car de nombreux décrets d'application n'ont pas encore été publiés. Je finirai, avant de laisser la main à Anne et Muriel, je finirai sur le fait que ça n'empêche pas les entreprises de continuer de mettre en place les 5 flux et les biodéchets pour l'entreprise qui en produisent au sein de leurs entreprises, au sein de leur société. Au contraire, en fait, la loi AGEC, qui est une étape véritablement importante aujourd'hui pour l'environnement, ne va pas rendre obsolète les 5 flux, mais bien au contraire, mettre en place des contrôles réguliers de la part des DREAL et des préfectures pour vos entreprises respectives. Et donc, on vous invite à continuer de mettre en place le tri et également la collecte de ce tri, puisque le simple tri n'est pas forcément suffisant. Il faut aussi véritablement avoir une collecte séparée de chacun de vos différents déchets diffus. Je laisse maintenant Anne présenter les différentes choses. Ok, donc effectivement, on arrive à un tournant un petit peu dans le modèle de texte de loi qu'on a autour de la question de la gestion des déchets. C'est-à-dire que les lois précédentes encourageaient, en tout cas définissaient le cadre d'un mieux recyclé, d'une limitation de l'enfouissement. Et là, cette loi-là va plus loin, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à l'intégralité du cycle de vie du produit, en agissant sur les différents leviers qu'on a autour de la prévention et de la réduction des déchets.
On vient en fait en amont et en aval pour changer le modèle de production. Donc, on a plusieurs grands, on va dire, grands axes parmi cette loi, donc, qui est dense avec 130 articles. Attends, Anne, excuse-moi. Anne, Oui. en fait, un coup, ça fait fort, un coup, ça fait bas ton son. Ah, pourtant, je ne bouge pas. Ouais. Ou Je alors, vais, tu as des écouteurs à mettre pour parler. ouais, je vais regarder ça. Je suis Parce désolée. que sinon, ça va pas être très. Ouais, c'est vrai que ça risque de ne pas être très agréable. Excusez-moi. Est-ce que c'est mieux? Je sais Ouais, pas si c'est mieux. Ok, d'accord. N'hésitez pas à me dire si c'est pas mieux, hein. pas de souci. Ok, donc on a 4 grands axes en amont sur la génération, enfin la limitation de la génération de déchets, encourager le réemploi et l'économie circulaire. Le grand, on va dire celui qui est le plus connu par le grand public, c'est sortir du plastique jetable. Donc on a une échéance finale à 2040, mais dès début 2021, on a eu l'interdiction de tous les plastiques, la vente de tous les plastiques jetables sur, par exemple, les pailles, les gobelets, etc. Donc, ça a été une mesure assez connue. Donc, c'est un des grands axes de cette loi, avec plusieurs échéances qui s'étalent jusqu'en 2040 pour, en fait, interdire la vente, la mise sur le marché de plastique à usage unique non recyclable. Ensuite, il y a un gros bloc sur l'information du consommateur. Cette loi, elle met le consommateur en fait au centre de ces mesures en partant d'un postulat qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'un consommateur informé fera des meilleurs choix. On a par exemple la question de l'indice de réparabilité. On voit d'ailleurs depuis quelques temps sur certains autres modèles, sur certains autres projets de loi, par exemple les Nutri-Score, les choses comme ça. Donc, voilà, là, sur la question du déchet, on suit un peu cette tendance et on demande aux entreprises et aux producteurs d'informer le consommateur sur la fin de vie du produit. Mieux informer et clarifier les consignes de tri, par exemple, c'est un des axes et c'est extrêmement important pour favoriser le recyclage. Aujourd'hui, on a beaucoup de consommateurs qui s'interrogent sur ce que veulent dire en fait les différents programmes qu'on retrouve sur les produits. Et cette loi vise aussi à clarifier ces consignes. Ça s'accompagne bien sûr, au fond, d'une clarification des consignes de tri national, avec par exemple l'extension des consignes de tri national pour les consommateurs. Ça, c'est un autre bloc, mais voilà, ça vient compléter en fait la question de l'extension des consignes de tri. Donc l'amélioration, l'extension des consignes de tri, c'est l'amélioration de performance de tri des différents centres de tri des territoires. On a parfois le son qui se coupe, Anne. Enfin, en Voilà, tout cas, là, tu c'est es peut-être terrible. loin du micro ou du, je sais pas. Je ne sais pas comment me rapprocher. Je n'ai pas d'écouteur. Je vais me rapprocher. Je vais couper mon micro, je vais me mettre tout près. Je vais couper pas mon micro, je vais couper ma vidéo et je vais me mettre tout près. Ok, merci. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Je me mets tout près. Ok, très bien. Je vous évite mon visage en gros plan. Non, mais c'était sympa. Alors, du coup, le troisième axe, c'est la lutte contre le gaspillage et le réemploi qu'on appelle le réemploi solidaire. Donc, bien sûr, derrière ça, on entend le don. Donc, il y a par exemple une mesure clé qui est l'interdiction de la destruction des invendus, notamment non alimentaires, et l'encouragement du réemploi via certaines subventions à certaines filières. Mais vraiment, la mesure phare, on est sur cette interdiction de destruction des invendus qui fait beaucoup réagir l'opinion publique lorsqu'on voit des objets qui sont, des stocks qui sont détruits puisqu'ils ne sont pas vendus. Ensuite, dans un dernier point, c'est agir contre l'obsolescence programmée, notamment avec l'introduction des indices de réparabilité. J'y reviendrai plus tard. Et l'interdiction de l'obsolescence logicielle. Donc, par exemple, on connaît très bien l'exemple des applications qui ne se mettent plus à jour à partir d'un certain temps si le téléphone est trop ancien. Ensuite,
Ensuite, on a un certain nombre de mesures en aval, donc sur le devenir des déchets qui restent. Dans un premier temps, on réduit, on limite le gaspillage, on favorise le réemploi et à la fin, on a toujours en tout cas, pour le moment, on a toujours des déchets qu'il faut continuer à traiter. Donc le premier axe, c'est, la réduction de la mise en décharge, qui aujourd'hui est un mode de traitement majoritaire sur le non recyclable, donc l'enfouissement, et renforcer ce suivi des installations. Donc cela passe par exemple, par le contrôle vidéo de ces installations ou, et surtout par une obligation absolue de tri, sélectif avant que les déchets, arrivent dans ces installations. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, les recycleurs sont tenus, de, de ne pas accepter des déchets non triés dans ces installations-là. Ça, c'est une vraie évolution. Donc, on connaît bien, en tout cas, vous connaissez bien les questions de déclassement quand on trie enfin, nos déchets sont mal triés et du coup, il y a présence de non recyclables, donc du coup, on ne peut pas les recycler. Et bien maintenant, il y a la notion de reclassement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matières valorisables dans le déchet appelé non recyclable, donc ce qui n'est pas été trié. Et du coup, on reclasse, donc on facture des frais de tri. Donc ça, c'est une nouveauté aujourd'hui qui n'est pas encore très visible, mais que vous allez voir arriver progressivement. Ensuite, il y a le soutien à la filière CSR, donc combustible solide de récupération. C'est la fabrication de briquettes de chauffage à partir de déchets non recyclables. Ensuite, nous avons la question des REP, donc la responsabilité élargie du producteur, j'y reviendrai, mais il y a énormément, en tout cas, ce levier est beaucoup utilisé par cette loi, par ce texte de loi, parce qu'il vient en fait renforcer le rôle du producteur de déchets dans la garantie de sa bonne élimination et de son recyclage. J'y reviendrai, je ferai un petit focus dessus pour clarifier ce que c'est qu'une REP. Ensuite, on a le renforcement des mesures concernant la collecte, le tri et la valorisation des déchets, notamment le tri à la source des biodéchets, on y reviendra. Mais concernant aussi bien vous et nous, quand on est chez nous, que tous les professionnels de la restauration, il y a en tout cas une véritable exigence d'ici 2023 à ce que tout le monde puisse trier ses biodéchets. Enfin, la généralisation du tri sélectif hors foyer, donc quand on n'est pas chez soi, quand on n'est pas au travail, et dans les établissements recevant du public. Le hors foyer, peut-être que vous en avez un peu entendu parler, mais c'est vraiment un sujet stratégique, notamment pour Citeo, un des éco-organismes des emballages, pour pouvoir généraliser en fait le tri sélectif quand on est dans la rue, dans les aéroports, dans les aires d'autoroute. C'est vraiment un grand défi qui est lancé. Et d'ailleurs, on a une échéance qui est fixée en 2025 sur l'obligation dans tous les espaces publics et dans tous les établissements recevant du public à ce que ces déchets soient triés et collectés. Deux sujets différents encore, mais que les deux soient faits. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions? N'hésitez pas. Personnellement, moi, je trouve on nous facture déjà quand même du tri. Moi, j'ai la sensation, hein, Oui, vous avez... côté La Poste. D'accord. Ouais, je trouve que le tri quand même en amont, dès que les choses sont mal triées, mal dissociées, on sent qu'il y a une facture supplémentaire, hein. Mais vous le voyez déjà apparaître sur vos Et on l'a factures. déjà vu, Ouais. ouais, on l'a déjà vu apparaître, ouais. Oui, tout à fait. C'est pas étonnant et puis, c'est quelque chose qui va être de plus en plus commun. Nous, par exemple, on a vu des courriers passer, de certains recycleurs disant: «Bon, bah, maintenant, on vous propose d'office, de faire du recyclage sur certains contenants qui sont mal triés, car bientôt, sinon, nous, ne l'accepterons plus. Nous ne viendrons plus le collecter». Et donc c'est à nous, comme on est intermédiaire, de mettre en place le tri. Mais c'est effectivement quelque chose qui se voit de plus en plus et c'est d'ailleurs pour le portefeuille, c'est pas forcément, il faut pouvoir l'optimiser. En tout cas, c'est assez positif sur une évolution, ça va plutôt dans le bon sens. OK, alors je continue s'il n'y a pas d'autres questions, mais en tout cas, n'hésitez pas à intervenir. Comme je ne vous vois pas, je ne vois pas si vous avez envie d'intervenir, mais n'hésitez pas. J'ai juste
faire un focus sur la responsabilité élargie, pardon, du producteur. J'ai pris un extrait de notre newsletter qu'on vous fera passer qui reprend un peu les éléments clés de cette loi. Cette REP, qu'est-ce que c'est en fait? Ça existe déjà depuis un moment, mais on en entend de plus en plus parler. C'est imposer aux producteurs des catégories de produits de prendre en charge leur élimination, leur recyclage, et puis d'avoir une approche globale sur le cycle de vie des produits qu'ils mettent sur le marché. C'est un système incitatif qui va permettre en fait de réduire les investissements publics et territoriaux sur la gestion des déchets produits par des entreprises privées. C'est transférer ce que paye le contribuable vers une cotisation pour les professionnels. En fait, globalement, ces principes pollueur-payeur appliqués à certaines catégories de produits. Ça passe par le paiement d'une éco-contribution et auprès d'un éco-organisme. C'est le schéma. Vous avez le consommateur qui achète le produit avec une éco-contribution. C'est ajouté, c'est un supplément sur le prix de vente. Et ensuite, les producteurs ont deux options. Soit ils prennent en charge directement la gestion des déchets. Donc ça, c'est vous récupérez, vous organisez un système de collecte sur vos produits. C'est assez rare. Ou alors, vous participez au financement d'un éco-organisme pour financer la création de la filière. Donc, c'est un éco-organisme qui est agréé par l'État. Soit l'éco-organisme organise directement la collecte. C'est le cas, par exemple, de certains éco-organismes sur les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques. Ou alors, ils financent le retraitement de ces déchets. Donc, par exemple, via des financements auprès des collectivités, via des financements d'appel à projets. Enfin, voilà, vous avez tout un système de financement qui va permettre de soutenir certaines filières. Pour vous donner un exemple, la question des extensions de consignes de tri que j'évoquais tout à l'heure a été en partie financée par Citeo pour permettre aux centres de tri en France de gérer plus d'emballages, de pouvoir gérer plus de typologies d'emballage et de mieux trier. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Parce que Oui, c'est un petit peu c'est c'est mieux. mieux? D'accord. Je sais pas si en fait, il y a pas d'autres enseignes ce matin, c'est ça? Ou peu? Alors, je ne vois pas le nombre, je vois 12 participants. C'est vrai qu'on n'a pas fait de tour Parce de que table, on aurait dû commencer par là. non, mais parce que c'est vrai que côté La Poste, moi, j'ai quand même beaucoup le sentiment qu'on paye, des éco-contributions dans tous les sens, en fait. Hem Et qu'au final, on est tout le temps obligé de s'organiser par nous-mêmes parce qu'on a des petits points de vente éparpillés partout en France et donc je voulais savoir si c'était le même sentiment qu'avaient mes collègues, qui ont des points de vente, autres. Finalement, on a l'impression de payer, plusieurs fois, si tu veux. Je, je vois, je vais peut-être laisser parler si jamais il y a d'autres enseignes qui veulent réagir. Je sais pas si tu as entendu ma question, du coup, j'ai pas entendu ta Alors, réponse, mais oui, j'ai entendu la question, mais je voudrais justement pouvoir laisser la parole à d'autres enseignes qui ont ce sentiment-là. d'accord. Il y a d'autres. Parce que je trouve que c'est une vraie difficulté, si tu veux, on paye Oui, des éco-participations et dans plein de sujets, mais en fait, au final, on repaye oui. pour finalement, faire collecter le déchet, faire trier le déchet, recycler et valoriser le déchet. Donc finalement, on paye plusieurs fois et j'ai pas le sentiment que l'éco-contribution ou l'éco-participation puisse la défalquer quelque part, à moins que je me trompe. C'est un peu la reproche que font beaucoup de secteurs d'activité à cette REP. Par exemple, ce système de REP, par exemple, le secteur du bâtiment, je ne sais pas si vous avez un peu pu voir, mais le secteur du bâtiment considère, alors peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas, je ne parle pas pour le secteur du bâtiment, mais il y a eu beaucoup d'articles disant que en fait, le secteur du bâtiment trouvait qu'il s'organisait déjà seul et que ça allait Mmh. rajouter des frais par rapport à ce qui mettait déjà en place. Donc, moi, de toute façon, je pense que je ne suis pas là pour défendre quel système de REP, mais
Mais il y a des failles et effectivement, ce sentiment-là est partagé par d'autres filières qui, notamment par celles qui aujourd'hui n'avaient pas d'éco-contribution et gérées de façon différente, qui n'ont pas forcément le sentiment que, cette contribution vient vraiment, faciliter, la mise en place de systèmes de collecte ou de recyclage. Après, on a, d'autres exemples sur lesquels, notamment sur, par exemple, certains types de déchets dangereux, les piles, les lampes. Vraiment, on a un système REP qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui a vraiment permis de pouvoir collecter des déchets en petits flux. Après, voilà, Oui, je sais pas. ouais, mais en réalité, voilà, c'est pas défalqué enfin voilà, on le paye de quoi qu'il en soit. Et en fait, on paye en plus une collecte. Ou alors, il faut que voilà, les, les, les points de contact, ils aillent sur des points d'apport volontaire, par Ça, exemple pour les piles. Mais c'est quand même du coup pas du tout optimum. Donc en fait, je trouve enfin en tout cas, nous concernant au réseau, oui. on démultiplie finalement les systèmes parce qu'il n'y a pas de système qui aujourd'hui dans la REP réponde à nos besoins en fait. Mais Et pourtant, néanmoins, on paye quand on achète un équipement, on paye l'éco-contribution. Donc, je trouve ça quand même assez frustrant. bien sûr, Enfin, je après, Et peux c'est. comprendre. je rebondis sur ce que vous dites et vous avez raison. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut effectivement se retrouver dans les entreprises qui ont cette impression, comme vous le dites, de payer plusieurs fois. Vous êtes où, Benjamin? Du coup, juste chez Servipack aussi? Ah non, non, pardon, C'est c'est Non, François François. non, Legris. non, pardon. Non, François. Alors, je me suis trompée. Ouais, pas de souci. Pas de problème. Benjamin elle travaille au collectif Génération Responsable. Oui, ah, d'accord. Et c'est François de De chez Servipack Servipack. Salasi, pardon. Ouais, Servipack, ok. exactement, excusez-moi. Et en gros, vous avez raison, on a le sentiment, enfin, nos clients, en tout cas chez Servipack, certains clients ont le sentiment de payer plusieurs fois, que ce soit pour leur gestion privée, en tout cas pour les déchets, que ce soit pour leur gestion privée de leurs déchets. Ils ont également leurs taxes d'ordures ménagères C'est ça. par leur collectivité pour C'est leur ça. site, et ils ont aussi des taxes complémentaires appliquées par Citeo ou autres. Donc, effectivement, on a l'impression toujours de payer plusieurs fois et c'est un fait, vous avez raison. Nous, on essaye en tout cas de se battre pour exonérer certaines taxes pour nos clients. À partir La du... TOM, on peut pas, non, hein, je crois. Si, vous pouvez la TOM. En fait, la TOM, on parler en 2 minutes, mais en gros, on peut demander une exonération de taxes de votre TOM auprès de votre collectivité si vous Ouais, avez mais si on met une plus rien de attestation. rien. Voilà. En fait, Ouais, il faut avoir en un une attestation de votre entreprise privée qui gère vos déchets, et d'accord. malheureusement, c'est à la discrétion de la collectivité. Et donc, si ils sont OK, bah, dans ce cas-là, ils vous l'exonèrent. S'ils ne sont pas OK, vous ne pourrez rien faire. En fait, malheureusement, vous serez facturé. Et en fait, aujourd'hui, elle est très souvent mise en place pour deux raisons. La première, c'est par rapport à l'emprise au sol de votre site. Et la deuxième, c'est par rapport au fait que même si vous avez mis en place une gestion privée de vos déchets, ils considèrent que vos clients peuvent polluer en extérieur, en fait, en partant avec vos produits Ah oui. de bouche à poste. Et donc, ils préfèrent continuer de vous taxer. Oui, donc en fait, en fin de compte, moi, dans ce circuit, si vous voulez, moi j'ai l'impression que voilà, ok, on a la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, on a Oui, l'éco-participation ou l'éco-contribution dans ce qu'on achète, les équipements qu'on achète. oui, oui, On n'a pas réellement de solution dans les territoires, en tout cas pas à proximité des points de contact, sauf peut-être éventuellement pour les piles, mais on les fait reprendre par nos services techniques. En fait, on a dû mettre en place des services parce qu'il n'y avait rien réellement, à part de prendre son véhicule, de faire 20 kilomètres. En plus, on n'a pas que des bureaux de poste qui sont près d'un centre commercial non plus, hein. oui, Et puis, c'est aussi un choix d'entreprise après, est-ce qu'on leur fait prendre leur véhicule personnel pour aller mettre 3 piles, enfin, vous voyez ce que je veux dire. oui. Et donc, finalement, au bout du bout, on paye la TOM, on paye l'éco-contribution, on paye la collecte euh, du coup qu'on se fait à nous-mêmes, enfin, tous les circuits pour massifier tout ça. Oui. On paye le tri et on paye le recyclage, la valorisation. Ce qui fait que c'est vrai que c'est hyper lourd et c'est un peu dommage qu'on ne voit pas à un moment donné quelque chose se faire, voir le jour et qui dirait, OK, si vous avez mis en place un système de privé, ben, on vous exonère de ceci ou de cela, en fait. Et ça c'est pas du tout dans les tuyaux, c'est ça? En fait, ça, c'est vraiment, aujourd'hui, on est confronté à cela avec, par exemple, le groupe Beaumanoir, qui a racheté récemment les Halles, où on avait une demande euh, très claire de leur part de pouvoir exonérer au maximum
la taxe ordures ménagères auprès des collectivités à partir du moment où on mettait en place, nous, notre système de gestion privée. Et aujourd'hui, le constat est le suivant, on a 50% des collectivités qui sont d'accord pour exonérer et 50% qui refusent. Donc, c'est D'accord. possible aussi auprès de la Poste. En revanche, il faut faire la demande, il faut que ça passe en commission. En général, les commissions sont aux alentours du mois de juin dans les différentes collectivités en France. Mais enfin, vous devriez en tout cas demander. Et je pense que vous pourriez avoir entre 30 et 50% de vos collectivités qui accepteront l'exonération. Et du Après, coup, pour la pas Poste, il y a aussi monopoliser une- le point, si jamais Ouais. on se disait on a ça en tête, mais ça veut dire qu'il faut plus du tout rien mettre parce qu'on aura toujours des personnes qui vont manger dans le back office du bureau de poste. Donc on a notre recyclage de cartouches, notre recyclage de papier, de carton, et cetera. Mais il restera, voilà, le fait que les gens ont mangé et ont quand même, quelques ordures ménagères et donc ça veut dire on peut malgré tout le demander même s'il nous reste ça? En fait, encore une fois, il faut que vous ayez une gestion privée à 100%. Ah, à 100. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si demain vous conservez un bac qui va être collecté par la collectivité, vous ne pourrez pas faire une demande d'exonération puisque il vous C'est apporte ça un service. et c OK, Vous OK, pouvez demander une exonération si vous avez 100% de votre gestion qui n'utilise plus la c'est ça, collectivité. c'est-à-dire que plus rien ne passe par eux. Exactement. Et D'accord, aujourd'hui, c'est rien pas de rien. forcément exactement rien de rien. Et aujourd'hui, OK. c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant puisqu'aujourd'hui les collectivités vous font bénéficier Ah bah, oui, oui d'un passage régulier, quotidien, constant grâce aux citoyens et aux alentours. Et souvent, c'est quand même moins cher qu'un prestataire privé. et un dernier petit point, moi je veux pas monopoliser parce que voilà, enfin je suis pas la seule Ne vous inquiétez enseigne, pas, pas de problème. probablement connectée donc et vous avez constaté également que sur le carton, il y a un Alors, sujet avec la Chine qui a fermé les portes et beaucoup plus de collectivités qui voilà, alors, qui les cartons, c'est encore différent. En ce moment, on a de la chance puisque le carton est reparti très fortement à la hausse en termes de conditions de rachat matière. Là, les collectivités, elles ne vous rachèteront pas, malheureusement. En revanche, si vous passez par un prestataire privé, ouais, nous on a Recigo, ouais, ouais, vous allez bénéficier là, de conditions de rachat matière qui sont super intéressantes. Nous, aujourd'hui, on rachète le carton de nos clients parce que c'est reparti. En fait, depuis le Covid, il y a eu une telle, en fait, déjà, il y a eu beaucoup de commandes par Internet et il y a eu une pénurie du carton au sein des papetiers qui fabriquent ces fameux cartons. Et donc, c'est reparti à la hausse aujourd'hui. L'histoire de la Chine, le National Sword qu'il y a eu il y a à peu près 3 ans maintenant, effectivement, a fortement fait chuter le cours du carton et même a été en valeur négative, c'est-à-dire qu'on facturait le carton, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. d'accord, OK. Merci beaucoup, hein, c'est très précis Merci, et vos réponses sont très précises. Merci beaucoup. pas de problème. Merci, madame. Merci. Ah, Et, et Anne, je te laisse continuer. ouais, juste pour compléter à la toute fin, c'est pas, à ma connaissance, c'est pas dans les tuyaux l'obligation d'exonérer de la taxe. À l'heure actuelle, parce que vous aviez cette question-là, c'est pas dans les tuyaux. Oui, ou de pas Voilà, en tout cas cumuler les choses, enfin c'est ça. C'est ça. et si on ne s'exonère pas de la TOM, est-ce qu'on peut s'exonérer de l'éco-contribution si sur un matériel on a mis en place une collecte? Là, ça, pour le coup, C'est plus difficile. c'est Ça, c'est plus plus difficile, difficile. ouais. Oui. Ouais. Si aujourd'hui, votre produit il est sujet à l'éco-contribution, c'est qu'il fait partie d'une filière REP et enfin, la filière REP, elle n'est pas, elle est pas, elle est pas optionnelle. Donc Quand OK. elle existe, elle est Donc par obligatoire. exemple, nous enfin voilà, toutes les caméras, ordinateurs, balances et autres qui sont dans les bureaux de poste, mais qu'on collecte avec nos services, hein, et ça nous coûte, c'est vrai assez cher. On a voilà notre propre service pour collecter tout ça. On doit de toute façon payer l'éco-contribution. Oui, Là où je vous conseillerais, c'est de vous mettre en contact avec Comme votre éco-organisme, l'éco-organisme auquel vous payez une éco-contribution pour clarifier. Parce que normalement, si vous payez l'éco-contribution et que derrière, vous prenez en charge la gestion, il faut clarifier la mission ah de oui, parce que votre… ça nous arrive pour quasiment tout, je dirais, voilà. vu qu'on Donc, a plein de points de vente, ouais, ouais. sur ce point-là, moi, je vous OK. conseillerais de vraiment clarifier quel est le spectre de la mission de votre éco-organisme. Est-ce que, à ce moment-là, comme vous prenez en charge, est-ce que il y a en tout cas un reversement ou un financement de votre prise en charge, puisque vous payez, comme vous dites, vous payez 2 fois. Après, comme de façon très opérationnelle, je ne sais pas quelle est la position de votre éco-organisme. Est-ce que vous l'apportez? Est-ce qu'il s'occupe du traitement de vos déchets in fine, ou est-ce que vous les portez à des organismes tiers? Voilà, il faudrait clarifier un petit peu la position de votre éco-organisme là-dessus.
OK. OK, ben, merci D'avoir beaucoup. avec eux. Non, je vous en prie. J'ai vu qu'il y avait une personne qui voulait prendre la parole. Ah, Anne, on t'entend plus. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole tout à l'heure, il me semble. Hmm. Je te laisse continuer, Anne. Ouais, ok. On t'entend plus, Anne. Ouais. Alors, du coup, maintenant qu'on a donné un peu un cadre global, l'idée c'est de voir comment opérationnellement, quels seront les grands changements prochains, donc à échéance plus ou moins courte, dans la gestion de vos déchets. On a pris le parti de faire un petit peu par secteur d'activité pour voir comment se décliner comment se décliner les différentes obligations pour les secteurs d'activité des enseignes, alors en tout cas des enseignes du Club Génération Responsable concernées par cette loi. Donc, dans le secteur de l'alimentaire, nous avons en 2021 deux mesures principales. Donc, la mise en place de bacs de tri dans les supermarchés pour permettre la collecte des emballages achetés après le passage en caisse, donc des zones de désemballage où les consommateurs peuvent laisser en fait les emballages à la charge du supermarché. Donc voilà, là on est typiquement dans un dispositif sur la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que c'est le producteur de déchets, le metteur sur le marché, qui va gérer les emballages qu'il vend. Donc, on laisse la possibilité aux consommateurs de leur laisser la charge de les recycler. Ensuite, Juste une petite précision. Est-ce que ça oui, concerne tous les supermarchés ou il y a une taille de supermarché minimale? je ne l'ai pas en tête, je me le note, je vous le mettrai dans un petit mail. Ok, merci. Excellente question, oui. Excusez-moi, je n'ai pas la réponse en tête. J'ai la réponse, c'est Céline des Mousquetaires. Ah ben voilà. 1100 litres par semaine ou 400 mètres carrés en termes de surface. Ok, C'est merci. le même que les Le Et il y a Tricinq un flux, bac également apparemment. de biodéchets en plus des emballages qui doit être mis en place pour tout surface supérieure à 400 mètres carrés. Même la partie bricolage est concernée, pour information. Merci beaucoup pour cette Et on a précision. aussi le Tricinq flux sur le 1100 litres hebdo. Oui. C'est ça. Mm. Ensuite, au 1er janvier, l'extension de la REP des emballages se fait jusqu'au secteur de la restauration. Ensuite, en 2022, on a une nouvelle échéance. C'est dans le cadre de la livraison des repas à domicile. Les couverts, assiettes, récipients devront être réutilisables et faire l'objet d'une collecte. Donc ça fait partie des modalités de mise en œuvre qui devraient être précisées par décret. Donc dès l'année prochaine, on devrait avoir une transformation des modes de livraison des repas à domicile. Enfin, en 2023, pour les prochaines échéances, la fameuse échéance qui concerne les fast-foods, où la vaisselle jetable devra être remplacée par de la vaisselle réutilisable. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites actuellement au sein même des grandes enseignes. Ensuite, les personnes qui détiennent plus de 5 tonnes de biodéchets par an doivent mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique au 1er janvier. Et ça s'étend au 31 décembre 2023 à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets qui sont en France. C'est-à-dire que, en fait, jusqu'à présent, il y avait une échéance qui avait été fixée par une loi précédente à 2025. Et cette échéance n'étant pas calquée sur le calendrier européen, elle a été avancée par cette loi pour se calquer sur le calendrier européen en 2023. Donc, d'ici un peu moins de 3 ans, on a une obligation pour tout le monde, même pour les particuliers, de pouvoir trier, valoriser les biodéchets. Donc ça, c'est un véritable bouleversement sur les pratiques des entreprises et des citoyens, puisqu'aujourd'hui, il y a très peu de collectivités qui ont mis en place cette collecte-là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, du coup, on
le secteur du numérique et de l'équipement électronique. Donc aujourd'hui, donc en 2021, aujourd'hui, il y a l'obligation d'afficher un indice de réparabilité sur les produits. Ça permet en fait d'indiquer au consommateur, lorsqu'il achète son produit, savoir s'il est facilement réparable. Donc ça se calcule sur plein de facteurs, mais par exemple, la facilité d'obtenir des pièces détachées ou le nombre de points de réparation sur le territoire. Donc, il y a un objectif qui a été fixé sur 60% de taux de réparation des produits électriques et électroniques d'ici 5 ans. Donc, cet indice de réparabilité, il existe déjà, il devrait déjà être affiché. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas 100% des revendeurs, mais aujourd'hui, il y a déjà une obligation pour qu'il soit indiqué. Au 31 décembre 2021, la loi interdit l'élimination des invendus non alimentaires, donc j'en parlais tout à l'heure, sur les produits couverts par un régime REP, ce qui permet en fait directement d'agir sur un levier sur la réutilisation, par le don notamment, ou sur le recyclage, on va dire, le reconditionnement, qui pourrait être un des leviers utilisés. Et ça va permettre en fait d'éviter la surproduction. Enfin, l'objectif final, c'est d'éviter la surproduction afin d'éviter les éliminations de stock. Donc, on a notamment en tête des stocks considérables là, actuellement alors ça fait partie un petit peu des inconnus sur le Covid. Actuellement, beaucoup d'enseignes ont énormément de stocks et aujourd'hui, la question se pose sur comment est-ce qu'on gère ce stock suite à une année particulièrement difficile pour les au 1er janvier 2022, l'extension de la filière REP aux plateformes de e-commerce, donc les plateformes, les marketplaces qui vendent des produits d'équipements électriques et électroniques seront concernés par l'éco-contribution aux filières REP. En 2024, au 1er janvier, certains équipements devront afficher un indice de durabilité. En fait, c'est pour compléter la question, est-ce que quand il est cassé, est-ce que je peux le réparer? Là, c'est combien de temps je peux espérer avant qu'il soit cassé. Donc, pareil, il y aura une précision par décret du calcul de cet indice, mais il permettra normalement aux consommateurs de pouvoir faire un choix sur des produits plus durables et plus solides pour éviter l'obsolescence programmée. Là-dessus, il y a des questions, des remarques, peut-être des retours d'expérience déjà sur N'hésitez pas bonjour, à partager. Oui, bonjour, Inger Bureau-Vallée. Quel est l'apport de la loi au 1er janvier 2024 par rapport à l'indice de réparabilité actuel? En fait... Allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé. C'est sur la durée de vie du produit en tant que tel, c'est ça? C'est ça, exactement. Un indicateur en plus. C'est ça, c'est un indicateur en plus. Voilà. Qui viendra s'ajouter sur l'indice de réparabilité. Exactement, qui viendra compléter. Alors, c'est sur une liste précise sur laquelle ça apporterait une plus-value en termes de choix. C'est-à-dire que quand on achète un électroménager, on sait très bien que, normalement, on achète quelque chose qui peut nous durer longtemps parce que ce n'est pas quelque chose qu'on change régulièrement. Mais sur un certain type d'équipement électrique et électronique, comme je pense par exemple au téléphone ou à des choses qui sont un peu plus de l'ordre du... je mets bien sûr entre grands guillemets du consommable, là où ça vient, où en fait un indice de durabilité viendrait compléter l'information du consommateur de façon pertinente, il y aura cet indicateur supplémentaire pour permettre de faire le choix d'un produit qui dure plus longtemps avant d'être potentiellement avoir des réparations en jeu. Merci beaucoup. Et ça comprend évidemment les logiciels sur les téléphones? Alors ça, je n'ai pas l'information. La liste, elle devrait être définie par décret. Mais j'imagine que c'est sur le global du produit que ça prendra en compte les logiciels d'exploitation. En tout cas, il y avait vraiment une attention au niveau de la loi, de l'écriture de la loi, sur la question justement du logiciel à obsolescence programmée pour éviter les cas de figure qu'on retrouve aujourd'hui.
En tout cas, c'était bien précisé dans dans les articles relatifs à la lutte contre l'obsolescence programmée. Le logiciel était bien cité comme étant un des leviers d'action sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Alors, du coup, j'avance sur le secteur du textile. Non, je vous en prie, merci beaucoup pour la question. Le secteur du textile et d'habillement. Donc, aujourd'hui, on reprend au 31 décembre l'interdiction des invendus non alimentaires. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Ça concerne bien sûr le textile. Pareil sur la question de l'extension de la filière REP au 1er janvier 2022 aux plateformes de e-commerce et aux articles de sport et loisirs. On a une information toujours dans l'objectif de mieux informer le consommateur au 1er janvier 2022, l'uniformisation de la signalétique apposée sur tous les produits textiles qui relèvent de cette REP, donc avec un logo Triman, donc le logo qu'on a aujourd'hui sur les emballages, qui nous informe sur le geste de tri. Donc aujourd'hui, ça faisait partie des leviers d'action sur la clarification de l'information. Donc c'est l'utilisation de ce Triman comme un indicateur global, peu importe le type de produit de consommation, sur le geste de tri que je dois faire. Au 1er janvier, la loi introduit, 1er janvier 2022 toujours, la loi introduit la possibilité de collecter les produits usagés dans le client se sépare. Donc, c'est l'enseigne qui vend le produit qui doit mettre en place un système de collecte des produits usagés dans l'objectif de recycler ou de réemployer. C'est par exemple aujourd'hui les magasins de bricolage ou de vente de luminaires qui mettent en place des bornes de collecte, des luminaires ou des piles, etc. Et en 2024, on a l'extension de cette filière REP aux textiles sanitaires à usage unique, donc, par exemple les lingettes. Donc, on ne parle pas du papier, on parle du textile, hein, on ne parle pas du mouchoir ou du sopalin, hein, on parle bien du textile à usage unique sur un usage domestique. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je reviendrai juste, oui, tout à fait, au niveau de la liste, pas la liste, mais l'élimination des invendus non alimentaires. Il parle le respect de la hiérarchie des modes de traitement, donc en favorisant la prévention, à la réutilisation, au recyclage, à la valorisation énergétique et à la mise en décharge. Donc, quand on parle en fait de respect de la hiérarchie, c'est un peu tout ce que la loi essaye de mettre en place, c'est-à-dire qu'on a plusieurs leviers d'action et il y en a qui sont toujours favorables par rapport à d'autres. Donc, cette hiérarchie-là, je vous l'ai remise pour rappel, qui met bien sûr la prévention, donc l'anti-gaspi, avant les questions de réemploi et de réutilisation, donc de reconditionnement, avant le recyclage et enfin les modes d'élimination, la valorisation énergétique. Alors, très rapidement, sur le secteur du bâtiment, puisque ça fera l'objet d'ateliers, puisque c'est un secteur qui est très particulier. Mais le secteur du bâtiment est vraiment au cœur de toute une partie de la loi, donc, avec pas mal de bouleversements sur le fonctionnement actuel. Pour information, le bâtiment produit 70% en poids du poids des déchets produits en France. 70% sont liés à des activités de construction, de déconstruction. Alors, surtout de déconstruction d'ailleurs, mais voilà, on parle de 70% du poids. Donc, bien évidemment, c'est parce que ce sont des déchets qui pèsent extrêmement lourd, les gravats, les briques, le béton, etc. Mais voilà, cette loi vise vraiment à améliorer le taux de recyclage et de réutilisation du bâtiment. Le premier levier qui est déjà en place, c'est la réforme du diagnostic déchets bâtiments. Donc aujourd'hui, tous les chantiers devaient mettre en place
jusqu'à présent, ils devaient mettre en place un diagnostic déchets. Aujourd'hui, c'est un diagnostic qui est beaucoup plus approfondi sur une obligation de favoriser, donc je reviens sur la hiérarchie des modes de traitement, de favoriser la alors la prévention. Quand on fait de la déconstruction, c'est compliqué, mais en tout cas la réutilisation, le réemploi, de se mettre en relation avec des organismes des organismes qui ont des plateformes de récupération d'éléments du bâtiment en déconstruction. Donc, par exemple, les fenêtres, les armatures en métal, le bois, le béton, tout ça pour quasiment réduire réduire à minimum l'enfouissement et la mise en DIB. Tout ce qui est matériaux, équipements ou produits de chantier sortent du statut de déchet. Par exemple, le béton, les briques, etc., ce ne sont plus des déchets, considérés comme des déchets. Ça permet, en fait, c'est un levier pour augmenter leur emploi, puisque on n'est plus tenu d'en assurer une élimination, mais plutôt d'en assurer un réemploi. Donc aujourd'hui, pour repréciser, aujourd'hui, les entreprises du bâtiment sont quand même jusqu'à présent dans cette démarche, puisqu'elles permettent d'économiser pas mal de coûts sur l'élimination de déchets qui pèsent très lourd. Donc, quand on fait du concassage pour permettre de faire du remblai ou des choses comme ça, ça permet vraiment de limiter les frais de déconstruction. Ça, aujourd'hui, c'est clairement obligatoire, mais jusqu'à présent, le secteur du bâtiment était quand même dans une démarche qui allait dans ce sens-là. Au 1er janvier 2022, on demande de mettre en place des systèmes de suivi sur les déchets de chantier, en tout cas d'approfondir la traçabilité des déchets de chantier. Et les devis pour les travaux devront tous mentionner les modalités de gestion des déchets. Aujourd'hui, ça ne peut plus être il faut vraiment que le maître d'ouvrage, en tout cas le maître d'œuvre, pardon, le commanditaire des travaux, soit informé du devenir de l'intégralité des déchets. D'ailleurs, ça s'applique aussi à toutes les opérations paysagères. Mais, oui, tout à fait. En fait, ça permet également pour l'attribution des différents marchés, de pouvoir arbitrer sur ce sujet-là aussi, pour pouvoir favoriser les entreprises qui font le plus de réemploi, en tout cas qui mettent mettent en place le plus de dispositifs de réemploi derrière. Il y a la création polémique d'une filière REP aux produits de matériaux et de construction du bâtiment au 1er janvier. Et 1er janvier 2022, et la loi prévoit une reprise gratuite des déchets des professionnels du bâtiment triés. Ça devrait permettre de limiter les dépôts sauvages, puisque on sait aujourd'hui que la majorité des dépôts sauvages sont liés en fait à des travaux et à des déchets de déconstruction. Aujourd'hui, c'est un coût pour des petits artisans qui sont difficiles des fois à absorber, en tout cas qui ne sont pas absorbés par les artisans. C'est rare que des très grosses entreprises procèdent à des dépôts sauvages, mais voilà, donc cette loi, cette mesure au 1er janvier 2022 devrait permettre de lutter contre les dépôts sauvages. Que la reprise devient gratuite. J'ai une question, Bureau Vallée. Est-ce que ça veut dire que ça va être facturé comme l'éco-contribution? Est-ce qu'il va y avoir un pourcentage de la facture qui sera obligatoire sur le devis? Alors, a priori, oui, puisque on a, en tout cas, vous ne le verrez pas, puisque c'est produits et matériaux de construction, donc c'est ce qui est mis sur le marché. Comme toutes les éco-contributions, elles sont intégrées dans l'achat, en fait. Quand les professionnels vont acheter des matériaux ou des produits de construction, il va y avoir une éco-contribution qui va permettre de financer la filière REP, notamment, par exemple, la reprise gratuite des déchets des professionnels dans les déchetteries. Donc, ça va permettre, en fait, c'est des dispositifs qui se complètent les uns les autres pour favoriser le recyclage, en tout cas, limiter les dépôts sauvages et favoriser le réemploi et le recyclage des déchets du bâtiment. Donc, quand, par exemple, vous, en tant que professionnel, ce sera un peu l'objet d'un atelier plus tard, mais quand vous, par exemple, vous voulez refaire un bureau Vallée, en tout cas,
rénover ou construire un bureau valet, vous, ce que vous verrez, ce sera le diagnostic déchets, vous verrez les modalités d'enlèvement de gestion des déchets. Si c'est comme ce sera probablement le cas, votre maître d'ouvrage qui s'occupe de l'achat de toutes les matières, ce sera lui qui aura, lors de l'achat, il intégrera la contribution dans la refacturation de ces achats qui permettront de refaire votre bâtiment. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, merci. Et ça sera un pourcentage déterminé, affiché, obligatoire? Alors, aujourd'hui, si je prends ce qui existe sur les D3E, par exemple, quand vous achetez une machine à laver, vous voyez le montant de votre éco-contribution. Vous avez le petit montant qui s'affiche. Oui. Voilà. Donc, alors que quand vous achetez aujourd'hui un emballage, ce n'est pas précisé, votre éco-contribution. Quand vous achetez un produit d'emballage, donc je sais pas, j'avoue que je ne sais pas si ce sera affiché. Si c'est sur le modèle des D3E, ce sera affiché. Si c'est sur le modèle mis en place sur notamment la REP des emballages, ce ne sera pas. Je n'ai pas l'information. D'accord. C'est un décret, j'imagine, qui va le préciser. Tout à fait. Vous avez beaucoup d'applications. La loi donne le cadre et chaque article fait l'objet d'un décret d'application. Merci. Oui, peut-être que s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, parce que là, on a terminé sur les grands changements à court et moyen terme sur différents secteurs. Juste pour rappel, il nous reste 35 minutes oui, sur pas la de réunion. souci. Voilà. Pas de problème. Oui. Ça vient du temps. ça marche. On va aller... on va aller un petit peu plus vite. L'idée, on reviendra dessus lors du prochain atelier. On fera témoigner des enseignes. L'idée, c'est de vous donner un petit peu l'exemple, comment est-ce qu'on intègre comment est-ce qu'on intègre les objectifs de la loi AGEC opérationnellement dans les stratégies de gestion des déchets des enseignes. Donc, rapidement, on va vous donner 2 exemples. Muriel, alors j'ai pris un peu de temps. Muriel, est-ce que tu peux en 3 minutes, puisqu'on reviendra dessus sur le prochain atelier, expliquer sur Burger King et sur Decathlon? Oui, donc rapidement, on a choisi de vous présenter des exemples pour un peu illustrer la mise en pratique de l'accompagnement qu'on effectue sur nos clients pour leur permettre d'être en conformité avec notamment la loi AGEC et dans l'ensemble de projets qui peuvent toucher à la gestion de déchets. Donc là, on voit que c'est notre client Burger King, donc dans le secteur de l'alimentaire, pardon. C'était dans le cadre d'un contrat d'engagement pris au niveau du gouvernement pour le tri des déchets inclus, mais également des biodéchets. Et donc le siège a retenu Servipack Salazie pour les accompagner dans cette démarche. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est la mise en conformité des restaurants Burger King et la création de collectes dédiées aux inclus et aux biodéchets au plus tard au 31 décembre 2021. Et donc, pour ce faire, on a mis en place un travail en 3 phases qui se déroule comme vous voyez sur l'écran. Une première phase d'état des lieux grâce à un audit physique ou téléphonique où vraiment on va essayer de bien comprendre l'action qu'on peut mener dans chaque restaurant Burger King en identifiant les déchets qui sont triés ou non triés et essayer de savoir au mieux quel est actuellement ce qui est mis à disposition pour le tri et la collecte des déchets. Et donc, on pose différentes questions comme le nombre de collectes par semaine, passer à terme en place pour essayer vraiment de trouver un dispositif qui leur permettrait d'être en conformité et qui serait en accord avec leurs attentes. Et ensuite, dans une deuxième phase, notre bureau d'études va créer justement un dispositif de collecte adapté à chaque restaurant, donc en fonction des données qu'on a collectées pour chaque flux de déchets. Et en même temps, on essaie de créer des grappes de collecte, pour des raisons d'optimisation des coûts, mais aussi pour essayer de réduire l'impact environnemental. Et donc, notre bureau d'études va lancer cette phase de consultation des prestataires sur l'ensemble des flux de déchets, donc des restaurants Burger King.
Et dans un troisième temps, si l'offre est acceptée par le restaurant, il y a une prise en gestion qui est faite par Servipack Salazie qui permet donc, aux clients de bénéficier de l'ensemble des services donc, mis à disposition, comme la gestion de la facturation, la mise en place donc, du dispositif qui a été proposé pour le restaurant, et aussi l'accès à un extranet pour consulter à tout moment les registres déchets. Et bien sûr, l'attribution d'un chargé de compte qui est vraiment l'intermédiaire entre les prestataires de gestion de déchets et notre client. Je rebondis sur ce que dit Muriel par rapport à Burger King. Sur la phase 2, notamment la création d'un dispositif de tri et la consultation auprès des prestataires, Muriel vous a parlé de grappes. Je fais un petit laïus rapidement là-dessus. On met en place des grappes. Autrement dit, on va prendre plusieurs sites Burger King sur un département et on va prévoir un camion de collecte qui va venir récupérer chaque lundi, par exemple, tout ce qui est déchets recyclables issus de la salle, autrement dit des clients, donc tout ce qui est gobelets en carton, petits papiers liés aux hamburgers et aux frites, petites cartonnettes. Et l'objectif de ces grappes, c'est de pouvoir les élargir à d'autres enseignes. Autrement dit, de pouvoir travailler avec Burger King, mais dans la tournée de collecte avec Subway, avec l'Amicaline, avec Pizza dell'Arte, bref, avec pléthore d'enseignes qui ont le même type de déchets pour leur faire bénéficier d'une réduction de coûts, une optimisation du coût et également pour leur faire bénéficier de cette réduction d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre liées à la collecte avec ces camions. Vas-y, Muriel. Et donc, dans un second temps, on a décidé aussi de vous exposer un peu ce qu'on a fait avec Decathlon. Donc là, c'était dans le cadre d'une Excuse-moi, j'avais juste une question du coup sur la prestation pour Burger King. Est-ce que les magasins du coup peuvent suivre le volume ou le poids des déchets qui ont été collectés? Oui, en fait, effectivement, c'est une bonne question. Notre logiciel extranet permet de suivre les poids, les volumes, le nombre de collectes, les impacts déclassement ou reclassement, effectivement les différents coûts y afférents pour chacun de leurs sites, pour chacun des masters franchisés. Et si c'est en bac, évidemment, et il peut y avoir certains prestataires qui ne font pas de pesée embarquée. Et dans ce cas-là, on va faire une caractérisation lors de la première collecte pour connaître le poids moyen et le volume moyen en bac et ensuite le multiplier en fonction du nombre de bacs et du nombre de collectes dans le mois. Et pour tous les autres prestataires qui ont, eux, la pesée embarquée, on aura les poids et les volumes en temps réel. Ok, merci. Et ensuite, en dernier lieu, rapidement par rapport à cet outil-là, en fait, maintenant qu'on connaît les poids, les volumes, le taux de recyclabilité, le déclassement, le reclassement par rapport à chaque déchet pour chaque site client, eh bien, et que de l'autre côté, on gère la relation totale et complète avec le prestataire, qu'on connaît les différents centres de recyclage, centres d'enfouissement pour créer du biogaz ou centres d'incinération pour créer du chauffage, on va pouvoir calculer les émissions de CO2 évitées grâce à notre dispositif mis en place pour chacun des sites de nos clients. Et on le fait déjà pour Kingfisher, Castorama, le Brico Dépôt, Leroy Merlin. Et donc, on peut le faire maintenant à tous nos autres clients. Ok, merci. Excusez-moi, dernière question sur Burger King, ce sont essentiellement des franchisés? Alors, Burger King, on travaille avec les compagnies, donc autrement dit les succursales, donc 100% des succursales. Et sur les franchisés, on travaille avec 65% du réseau pour le moment. Aujourd'hui, on a 249 sites qui ont contractualisé avec nous sur 367. Merci. Merci, madame. Et donc, au sujet de Decathlon, donc là, l'action, ça s'est porté donc, sur un projet de déstockage des gisements de tissus. Et donc, l'action qu'a eu Servipack Salazie, ça a été tout d'abord d'analyser les échantillons qui étaient envoyés par Decathlon, pour vraiment définir leur nature et notamment leur recyclabilité. Et donc, ça a permis aussi de bien identifier la filière et l'exutoire qui serait adaptée donc, au type de gisement
qu'on a à disposition, et notamment d'analyser la distance par rapport au point de collecte pour permettre, comme j'ai dit précédemment, d'optimiser les coûts, mais aussi d'avoir un impact environnemental réduit. Et donc, Servipack Salazie se charge donc, de la consultation des prestataires et également d'organiser la collecte de ces gisements de tissus de A à Z. Donc, dans un deuxième temps, le gisement a été, comme j'ai dit, collecté et envoyé vers l'exutoire filature du parc. Et on voit un peu 1,84 tonnes de tissus qui ont été collectés et qui vont bien sûr être valorisés, comme vous le voyez. En tissu, pour les tissus synthétiques, ça va être valorisé en isolant acoustique, et pour les tissus en coton, en bobine de tissu. Donc voilà, on voit que c'est vraiment deux exemples d'accompagnement de Servipack Salazie pour des projets divers, que ce soit la mise en conformité ou bien un projet de création de filière et de gestion de déchets, et vraiment de considérer le déchet comme une ressource et essayer d'au mieux réaliser donc, la collecte et le recyclage et la valorisation donc, des déchets. Et je rebondis sur ce que dit Muriel. Dans le cadre de Decathlon, on vous l'a dit, alors c'est des très faibles gisements, mais on le met toujours en place avec nos prestataires. On veut absolument récupérer aussi le volume, les poids de tout ce qui sert à transporter la matière principale. Donc, on a effectivement recyclé 1,8 tonne de chutes de tissu, mais également 80 kg de carton, puisque c'est ce qui transportait les chutes de tissu, et 60 kg de bois, puisque c'était le moyen de transport de ces fameux cartons. Bref, vous l'aurez compris, l'objectif, et ça peut se faire dans les plus petites mesures ou dans des beaucoup plus grandes mesures en fonction de la taille du site ou de la filière captée. L'idée, c'est de pouvoir vraiment recycler vraiment tout ce qui tourne autour de votre matière principale et également des déchets diffus. Est-ce que vous avez des questions ? Très bien, merci. Merci à tous. Alors, dans ce cas, Anne, est-ce qu'il y a d'autres… Anne, tu nous entends ? On est parti. Benjamin ? Oui, je vous entends bien. Normalement, Ouais, Anne est toujours connectée. Je n'arrive pas non plus à capter Anne. Et je n'ai pas la main sur l'écran. Est-ce qu'il y avait d'autres… Bon, je n'arrive pas à avoir Anne, ça ne fonctionne pas. Je vais l'appeler. Alors, je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Je crois qu'elle nous entend, mais que le micro ne fonctionne pas. Je vais l'appeler, je suis en train de l'appeler. Ah, d'accord. Ok. Vas-y. Ok, ça marche. Bon, Anne se connecte et se déconnecte et se reconnecte. On est désolé pour ce petit problème de direct, notamment lié au télétravail. Donc, on attend qu'elle soit… Pas de souci, hein, c'est les contraintes de la situation. C'est ça, exactement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon. Ah, terrible. Depuis tout à l'heure, je parlais dans le vide. Alors, je vais repartager mon écran. Excusez-moi. Pas de problème. Hop. Okay. Allons-y. Donc là, on a vraiment deux exemples d'un projet global et d'un micro-projet qu'on a pu mettre en place. L'idée qu'on avait pour clôturer, donc on reviendra sur des exemples concrets et je vous invite pour la prochaine séance y participer, à venir par exemple avec des cas sur lesquels vous aimeriez qu'on échange, des questions que vous avez un peu plus précises par rapport à votre activité. En tout cas, on reviendra avec des témoignages de clients sur des projets de ce type.
Et en ouverture, pour conclure cette séance, on voulait vous proposer une ouverture sur la question, puisqu'on s'est beaucoup intéressé sur la prévention des déchets, l'anti-gaspi, le réemploi, le recyclage. En fait, on voulait reprendre un petit peu quelque chose de global qui est vraiment présent dans la loi sur la question de l'éco-conception, sur le mieux produire. Donc, aujourd'hui, la loi demande, en tout cas, on va dire, pousse les producteurs à s'intéresser on va dire, au cycle de vie global de ce qu'ils mettent sur le marché, du produit qu'ils mettent sur le marché. Dans le cadre de la mise en place de filières REP, il y a cette question-là en tout cas, ce levier d'action qui impose aux différents éco-organismes, en tout cas aux missions des filières de responsabilité élargie du producteur, qui est d'adopter une démarche d'éco-conception, parce que la question de la conception du produit, les matières choisies sur le produit, les process de fabrication et les assemblages faits sur les différents produits agissent directement sur les questions sur la recyclabilité, mais aussi sur la réparabilité, sur la question du réemploi, est-ce que ça peut être remplacé, est-ce que c'est facilement productible, d'où vient la matière, enfin voilà, il y a toute une réflexion sur la production qui influe directement sur la question de la fin de vie. Donc, les objectifs, bien sûr, ils sont de réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie, donc que ce soit sur les matières premières jusqu'à l'élimination ou la remise sur le marché. On est vraiment sur la question de l'approche circulaire, donc ce que veut impulser cette loi AGEC, en prenant en compte toute la fabrication du produit et la valorisation finale, en prenant en compte tous les domaines, tous les impacts, et puis qui prend en compte toute la chaîne de valeur des producteurs jusqu'aux consommateurs, jusqu'aux revendeurs. Enfin voilà, on prend en compte le cycle de vie du produit. Pourquoi est-ce que c'est important, nous, quand on s'intéresse à la gestion des déchets? Bien sûr, parce qu'il y a la question de la recyclabilité, mais parce que c'est quand on cherche à améliorer la fin de vie d'un produit, on a tout un tas, nous, en tant que professionnels du recyclage, on a énormément de contraintes qui agissent sur nos possibilités. Par exemple, je prends un exemple, on a Petit Bateau qui, suite à un atelier avec le collectif Génération Responsable sur la question des cintres, a voulu mettre en place l'élimination de l'intégralité de ces cintres en plastique pour pouvoir les remplacer par des cintres en bois réutilisables et avec une durée de vie beaucoup plus étendue. On s'est heurté à un vrai problème par rapport aux assemblages de matériaux qui étaient sur les cintres. On avait des assemblages entre des métals et des plastiques. On avait 2 types de plastiques sur certains types de produits. Donc, ça a beaucoup compliqué la mise en place de filières. En revanche, sur toute une partie des cintres, on avait du 100% polystyrène. Le polystyrène, non seulement on n'avait pas besoin de séparer différentes matières, mais en plus, le polystyrène, c'est une matière sur laquelle les filières existent déjà. C'est déjà un plastique qui est recyclé. C'est aussi un sujet, c'est est-ce que j'ai une filière qui va absorber mon plastique? Donc, je pense par exemple à des pots de fleurs de chez Truffaut, donc j'ai vu que Manon était parmi nous, donc c'est des filières qui existent déjà, sur lesquelles on peut du coup mettre en place des systèmes de collecte. Au moment du choix du produit, du cintre en plastique, cette question avait été abordée sur alors on aurait besoin d'avoir du monomatière et alors il faudrait plutôt favoriser du polystyrène plutôt que du POM. Cela nous permettrait en fin de vie d'avoir vraiment une filière derrière. On n'aurait pas eu toutes ces difficultés sur toute une partie du gisement. Donc, c'est en ça que l'éco-conception, ça agit directement sur la question du déchet. On a dans la question de l'éco-conception, on a la notion d'éco-contribution. Par exemple, on va prendre un exemple très simple. Quand je produis mon emballage plastique, mon emballage de mon biscuit, en fonction du nombre d'emballages que j'ai à l'intérieur, est-ce que j'ai des portions individuelles? Est-ce que mes portions individuelles sont intégrées dans une portion globale? Ensuite, nous avons un surpackaging. Tout ça vient influer sur le montant de l'éco-contribution qu'on a sur
qu'on a, in fine, qu'on paye sur le produit. Elles sont, c'est un vrai levier parce que du coup, quand on met sur le marché un produit, on va réfléchir au nombre d'emballages qu'on met pour diminuer une éco-contribution auprès de la filière REP. C'est en ça que l'éco-contribution vient agir sur la notion vient inciter à l'éco-conception. On a plusieurs leviers, hein, mais ça, c'est le levier principal qui est mis en place par la loi AGEC, puisque la loi AGEC tourne autour de la mise en place de filières REP. J'ai donné l'exemple du biscuit, mais c'est le cas sur énormément de produits, parce qu'on a la mise en place d'une forme de bonus-malus en fonction des critères de performance. Est-ce que j'utilise beaucoup de matière pour faire mon produit ou pour en faire son emballage? Est-ce que j'ai de l'incorporation de matières recyclées, qui est un vrai sujet aujourd'hui? Est-ce que mon process de production permet d'intégrer des matières durables ou des ressources renouvelables? Enfin voilà, on a tout un panel de leviers qui permettent de venir agir sur le montant de l'éco-contribution. Et du coup, quand on agit sur le porte-monnaie, souvent ça permet d'avoir un impact plus significatif. J'ai une question, pardon. C'est Charlotte de la société Nespresso. En fait, il y a un domaine dont on parle, enfin que vous citez pas, et qui pourtant me préoccupe, notamment pour travailler dans le département des boutiques. Qu'en est-il par rapport au mobilier? Et je pense notamment aussi à des magasins comme Ikea, hein, qui eux proposent du mobilier à du grand public. Mais je pense aussi, du coup, quand on parle d'éco-conception de boutiques et qu'on fait appel à des architectes et à des fabricants de meubles, notamment nous, on fait produire sur mesure. Hein, est-ce que ces domaines-là, ces prestataires-là, ces fournisseurs-là sont également impactés par la loi AGEC ou pas du tout? Alors, la filière REP du mobilier, elle existe déjà. Elle est notamment, il y a notamment un éco-organisme qui s'appelle Valdelia. Aujourd'hui, il y a déjà des éco-contributions sur la mise en place, la mise en vente des mobiliers. Et effectivement, aujourd'hui, elle est impactée, enfin, on va dire, elle est ajustée sur les… On n'entend pas Anne. Anne, on n'entend pas. Ah, pardon, excusez-moi, décidément. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Ah, excusez-moi. Elle existe déjà, cette filière REP sur le mobilier, notamment via l'éco-organisme Valdelia. Et effectivement… Et éco-mobilier aussi. Et éco-mobilier également. Ouais. Aujourd'hui, vous avez déjà une éco-contribution qui est calculée sur le type de matériaux que vous mettez, que vous avez dans chaque mobilier. Enfin voilà, il y a déjà des choses qui existent. Donc normalement, par exemple, notamment, ça vient financer les évacuations gratuites des encombrants pour les particuliers. Par exemple, Oui, mais du coup, de mémoire, Anne, côté La Poste, de mémoire, nous, si on n'a pas beaucoup de mobilier qu'on a donné, ben, en fait, pareil, ils ne se déplacent pas. Oui. Enfin, pour les gisements diffus, on est encore dans le même, c'est ça. dans le même cas. C'est la limite du modèle, c'est-à-dire que c'est pareil, si vous n'avez pas une certaine quantité de néon, Recilum, enfin écosystème, pardon, aujourd'hui ça s'appelle, ne se déplacera pas, il faudra l'amener sur un point de regroupement. Aujourd'hui, c'est la limite qu'on rencontre sur certains flux de déchets diffus. D'accord. Mais donc, ça dit bien que les fabricants, en fait, que ce soit pour une enseigne ou que ce soit pour des particuliers, doivent également, ont un cahier des charges finalement pour incorporer de la matière recyclée, pour assurer une réemployabilité d'une partie ou des matériaux utilisés dans la conception de ce mobilier. Alors, Qui est régi par la loi ou Alors, non. Là où moi, j'ai dû peut-être pas être assez précise. La REP vient encourager des cahiers des charges, la mise en place de cahiers des charges. Aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes légales sur, par exemple, sur le mobilier en particulier, sur quel matériau on utilise
voilà, sur les entreprises qui vous équipent. Aujourd'hui, c'est à la discrétion de l'entreprise. En tout cas, c'est encouragé via des taxes ou via en tout cas certains leviers qui seraient compatibles avec une filière de recyclage. Mais aujourd'hui, voilà, on voit bien de toute façon dans les mobiliers qui sont mis sur le marché qu'il y a encore beaucoup de mobiliers qui sont en plastique, en aggloméré. Enfin voilà, vous n'avez pas vraiment de… Après, c'est le jeu du marché, malheureusement. Ce sont des matériaux qui sont peu chers et sont favorisés par une certaine partie des consommateurs et puis aussi parfois par certaines entreprises pendant les choix, quand on fait le choix de certains types de matériaux. Ah, on ne t'entend plus. Quand on fait le choix, oui, pardon. Non, il n'y a pas de souci, pardon. Je suis vraiment désolée. Non. Non, mais en gros, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre strictement restrictif. Voilà. Oui. On le voit quand on voit le mobilier qui est mis sur le marché. Il y a encore beaucoup de mobilier en plastique, en aggloméré, dans des matières qui sont peu chères parce que justement, elles sont peu chères. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas ce cadre-là. Mais cette loi vise à l'encourager. En tout cas, à encourager l'utilisation de matériaux et l'utilisation, en tout cas, la réflexion autour de la fin de vie. D'accord. Alors, je le comprends pour les particuliers parce qu'en effet, les modes de consommation actuels fait que il faut qu'une entreprise soit capable de répondre aux larges demandes en fait et aux divers besoins des différents consommateurs. Ouais. Et ça sur des fourchettes de prix de très abordables à moins abordables. En revanche, dans le cadre d'une entreprise qui fait appel à un fabricant, est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait être envisagé? On a là une loi qui va s'appliquer alors avec des échéances à court terme, hein, comme on l'a vu jusqu'en 2024, mais aussi du coup jusqu'en 2040 par rapport notamment au plastique. Est-ce que du coup d'ici 2000, enfin là que ça soit à court terme ou long terme, est-ce que la loi AGEC envisage pour les entreprises qui font appel justement à des fabricants et qui plus est des fabricants qui font des mobiliers sur mesure, notamment pour des magasins, pour des boutiques. Est-ce que ça fait partie d'une évolution aujourd'hui en cours d'étude et qui finalement pourrait survenir prochainement ou est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas de visibilité là-dessus? Alors, moi, sur les professionnels, j'ai pas la réponse, j'ai pas la visibilité. En revanche, je sais qu'il y a une volonté qu'il y ait une exemplarité des marchés publics. Donc, que par exemple, sur le mobilier des marchés publics, sur les achats publics de toute façon, il y ait une exemplarité sur les choix faits en termes de matière ou en termes de mobilier ou en termes de fourniture. Enfin, voilà, il y a énormément de contraintes aujourd'hui qui sont posées au marché public pour impulser la commande privée. Après, sinon, là, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Sur les privés, je ne sais pas du tout sur ce sujet-là en particulier, je ne sais pas du tout quelle orientation sera prise. Après, c'est une loi qui pose un cadre. Il y a énormément de décrets qui ne sont pas sortis. Là, il y a eu pas mal de décrets qui sont sortis en mars, suite à, justement, quand on a vu la situation sanitaire, on voyait un petit peu le bout de cette situation sanitaire. Donc voilà, il y a des choses qui vont pas mal bouger. Mais sur ce sujet-là en particulier, je me le suis noté. Je ne manquerai pas de vous pousser l'information si en faisant des recherches, en poussant un peu ce sujet-là en particulier, j'ai des informations complémentaires. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je vous en prie. Du coup, je vois que le temps arrive. On a réussi à tenir le temps. Du coup, Benjamin, je ne sais pas si vous voulez clôturer le… Il nous reste, 5 minutes. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Moi, j'en avais une petite question. Est-ce qu'il existe sur un des sites du gouvernement la liste, en tout cas, on peut suivre du coup la parution des décrets qui sont attendus? Oui, alors moi, je vous conseille, pour plus de lisibilité, je vous conseille de suivre l'Institut de l'économie circulaire. Et vous avez un site qui est très bien fait, qui permet de suivre. Donc, c'est leur métier, hein, la loi AGEC, c'est vraiment l'aboutissement d'un certain nombre de leurs travaux. Et puis, sur le ministère de la Transition écologique et sociale, vous avez énormément d'informations
et vous avez des en tout cas, vous pourrez retrouver dessus l'ensemble des décrets liés à cette loi. En tout cas, moi, c'est mes sources d'information et c'est mes bibles, en particulier, voilà. Après, nous, on fait des newsletters de façon très régulière sur tous les sujets liés aux déchets. Que vous soyez client Servipack ou non, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Servipack, notre département RSE, avec Muriel notamment, et puis les autres personnes du département, publie 1 à 2 fois par mois des newsletters sur des sujets relatifs aux déchets, et notamment sur la loi AGEC, et on va pouvoir continuer toute l'année sur les différents décrets d'application qui vont sortir. On fera des zooms sur les filières REP, et puis si on voit des questions, par exemple la question du mobilier, je trouve ça assez intéressant qu'on pousse un peu le sujet, qu'on en fasse sur des informations un peu plus orientées déchets, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Ouais, et je rebondis sur ce que dit Anne sur la filière mobilier, pardon, excusez-moi. On a un atelier notamment lié aux déchets de chantier, donc on va véritablement faire un vrai chapitre sur le mobilier. Je crois que le prochain atelier, ce sera en juin, je crois. En juin, oui. D'ailleurs, oui, tout à fait. On s'intéressera à la question du bâtiment. Alors, ce n'est pas un atelier qui est destiné aux professionnels du bâtiment, mais justement pour permettre aux enseignes qui ont des chantiers de rénovation, qui ont des implantations dans des nouvelles boutiques, etc., de comprendre les questions, en tout cas de pouvoir comprendre la gestion des déchets de leur chantier et puis de tout ce qu'il y a à faire. Exactement. Voilà. Et donc, ça pourrait être intéressant pour vous, notamment sur vos boutiques Nespresso, et je le rajouterai dans les questions à aborder ensemble. Oui, volontiers, oui. Merci. Oui, voilà. Vous avez le calendrier des ateliers, Benjamin, vous l'avez. Oui, le prochain atelier, du coup, donc sur le décryptage de la loi AGEC, c'est mercredi 2 juin, donc pareil, de 9h30 à 11h. Et après, du coup, on a donc des ateliers spécifiques sur les déchets de chantier. Donc, on en a 2 aussi. On en a un le 9 juin et un autre, du coup, le 22 juin. Et ils sont tous, du coup, de 9h30 à 11h en visioconférence. On abordera ce sujet plus précisément. C'est une excellente question et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Oui, tout à fait. Absolument. Merci. Merci Anne. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? On a essayé d'être à la minute près. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou bien à passer par Benjamin directement. Et puis, on pourra vous rendre à l'issue de ces 2 ateliers loi AGEC, un FAQ avec vos différentes questions et nos différentes réponses pour que vous puissiez avoir ce support-là sur votre bureau. Voilà. Et on vous transmettra, bien entendu, l'ensemble des documents présents. Et la newsletter de la loi AGEC. Oui, exactement. Reprendre un certain nombre d'éléments. Exactement. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention, votre présence. Et merci Benjamin pour l'organisation de l'atelier. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Et voilà, j'ai enregistré aussi du coup l'atelier de ce matin et du coup, il sera accessible prochainement sur le site du collectif. Bon, génial. Merci beaucoup. Merci Benjamin, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne matinée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.